Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, exhorte les dirigeants à joindre leurs paroles à l'acte et faire preuve d'exemplarité dans leur comportement pour le bien de la nation. Après une formation au centre de Mutobo, c'est en district de Musanze, une centaine de personnes, anciens membres des groupes armés actifs, se sont réjouis d'avoir bénéficié d'outils professionnels qui vont leur permettre une réinsertion dans la vie sociale. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, exhorte les dirigeants à joindre leurs paroles à l'acte, aux actes et faire preuve d'exemplarité dans leur comportement pour le bien de la nation. Le chef de l'État s'exprimait à l'occasion de la prestation de serment du nouveau ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et du directeur de l'Office rwandais de développement. Il était avec Jean Damascène, Manishimwe. Le président Kagame a rappelé les responsabilités des dirigeants compte tenu de la particularité du Rwanda, un pays qui a une histoire et une vision particulière de développement. Nous suivons tout ce qui se passe non seulement dans notre pays, mais aussi dans la sous-région et en Afrique comme dans le monde, a indiqué le président Kagame. Nous avons des problèmes qui nous concernent, mais il y a aussi des problèmes qui viennent de l'extérieur, qui ont des conséquences sur la vie de notre pays. En affrontant les problèmes particuliers au pays, il faut tenir compte des problèmes externes, a indiqué le président Kagame, ajoutant qu'il ne s'agit pas seulement des défis sécuritaires, mais aussi des défis globaux. Cela nous interpelle pour trouver une place dans le concert des nations, a-t-il indiqué. Le chef de l'État a également indiqué que la politique s'étend à bien d'autres domaines. Il y a la sécurité qui dépend des politiques externes qui affectent la vie des citoyens d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi des fois où les étrangers peuvent chercher à s'imposer à vous, vous donner une ligne directive et vous dicter une conduite à adopter, a martelé le président Kagame. Des fois même, a-t-il ajouté, quand vous imitez leur action visant le développement, ils peuvent vous en vouloir car ils souhaiteraient vous voir dans des conditions précaires et tout dirigeant doit tenir compte de ces circonstances. C'est le sens du serment à la nation, a indiqué le chef de l'État rwandais. Le président Kagame n'a pas également manqué à souligner que la vie nationale, celle de sa population et la politique dépendent des choix qu'on fait. Quelqu'un peut choisir de vivre dans la dépendance à la merci des bienfaiteurs. C'est ce que nous trouvons dans nos pays africains, a déploré le président Kagame, ajoutant qu'il s'agit là d'un point souvent évoqué, le combat à mener, l'Afrique avec ses potentialités, ses ressources, avec un capital humain qui ne cesse d'accroître, a déploré le président Paul Kagame. Le chef de l'État rwandais a également dénoncé le formalisme qui caractérise bien de gens. Nous suivons souvent des discours des gens qui disent que l'Afrique doit évoluer et cela ne doit pas être seulement affaire de discours creux. Ces dirigeants se limitent seulement au formalisme, mènent une vie aisée alors que le reste de la population vit misérablement. Et au président Kagame de conclure, les responsabilités que nous devons à notre pays nous interpellent. Il faut faire preuve d'exemplarité, il faut viser la dignité des Rwandais sans être une personne double. La politique doit viser le bien de la nation. Le dirigeant n'est pas là pour vivre aisément soi-même au mépris de la population qui doit servir, a martelé le président Paul Kagame. Après une formation au centre de Mutobo, c'est en district de Musanze, une centaine de personnes, anciens membres des groupes armés actifs en République démocratique du Congo et qui se sont désolidarisés de leurs anciens camarades et qui ont regagné le bercail, se réjouissent d'avoir bénéficié d'outils professionnels qui vont leur permettre une réinsertion dans la vie sociale au Rwanda et le développement de leur famille. Le point avec Patrick Nilidani. Parmi ces 100 ex-combattants de groupes armés, 19 ont été récemment libérés à travers la grâce présidentielle et ont réintégré la vie sociale depuis 2 mois. Ils apprécient l'accueil qui leur a été réservé au sein de leur communauté. Nous avons reçu un accueil favorable. Depuis le plus bas niveau de la structure administrative, c'est-à-dire Isibo, et toutes les informations nous concernant avaient déjà été transmises. Nous avons commencé des activités pour nous retrouver dans la société et nourrir nos familles.
En plus de ceux qui ont pris leur retraite de 2 promotions précédentes, ils disent que l'équipement et les outils reçus vont les aider à améliorer le bien-être de leur famille. J'ai suivi une formation en coupe-couture et j'ai reçu une machine à coudre et je vais exploiter pour subvenir à mes besoins et ceux de ma famille. La présidente de la commission des démobilisations et des réintégrations des ex-combattants a demandé aux personnes ainsi formées de ne pas gaspiller les ressources reçues et leur a promis que le gouvernement continuera à les assurer un suivi régulier. Nous allons aussi leur donner de l'argent octroyé par le gouvernement pour les aider dans leurs activités, en plus du matériel offert, ce qui va leur permettre de s'intégrer plus facilement dans l'activité économique. Tout ce que nous leur demandons, c'est d'utiliser promptement tout ce qu'ils ont bénéficié. S'ils reçoivent du matériel agricole, qu'ils aillent cultiver. S'ils obtiennent du matériel de soudure, qu'ils aillent souder. Et de ne surtout pas vendre ce matériel et se jeter dans l'ivrognerie. Nous voulons absolument qu'ils puissent se développer. Les centres de Mutobo disposent depuis 2019 d'une école professionnelle et technique dénommée Mutobo TVET School. Depuis cette période, plus de 1000 personnes ont été formées, pour la plupart des anciens membres de groupes armés opérant en République démocratique du Congo, ainsi qu'une partie des personnes vivant dans ces centres. Les populations rwandaises et congolaises qui pratiquent le commerce transfrontalier vont bientôt jouir du projet d'assistance juridique, ainsi que les populations vulnérables qui traversent souvent les frontières pour des raisons variées. Les initiateurs du projet se déclarent optimistes quant à la réussite malgré les relations tendues entre les deux pays aujourd'hui. Jean Damascène, Manichim. Ce projet piloté par le ministère rwandais de la Justice et des organisations non gouvernementales opérant dans la sous-région vise en premier les commerçants qui traversent les postes frontaliers de Rubavu et Rusizi au Rwanda, ainsi que de Goma et Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi un tel projet aujourd'hui? Au niveau des frontières, il y a souvent des problèmes et il peut arriver que vous avez votre locataire au Rwanda. Et un jour, vous vous réveillez, vous trouvez qu'il n'est plus à la maison, il est parti à payer vos loyers. Et vous ne connaissez pas ce qui se passe de l'autre côté, vous ne connaissez pas les systèmes judiciaires de l'autre côté, vous ne savez pas les poursuivre. Et donc ce projet est venu pour aider les gens qui vivent le long des frontières pour résoudre ce genre de problèmes. Et c'est très important parce que c'était un projet qui était demandé par le besoin, qui était ressenti sur terrain. Et jusque-là, on voit que c'est en train de marcher très bien parce qu'on est à mesure de pouvoir aider des populations d'origine rwandaise ou de Rwandais qui ont des problèmes de droit au niveau du Congo et aussi des Congolais qui ont des problèmes de droit au niveau du Rwanda. Et le projet est vraiment en train de marcher très bien. Même si les relations entre le Rwanda et la RDC ne sont pas bon fixe actuellement, les initiateurs de ce projet affirment que cela n'entravera en rien la bonne marche de ce projet. Il y a des tensions politiques que nous connaissons tous, mais comme on l'a dit, les communautés rwandaises et congolaises continuent à interagir, que ce soit au niveau économique, même social, et aussi les autorités locales, malgré tout, sont voués à intervenir dans les problèmes que ces communautés-là traversent. Donc nous engageons les autorités locales, que ce soit au niveau des districts ou au niveau des provinces au Congo, et nous engageons aussi les autorités nationales. Et jusqu'à maintenant, toutes ces autorités-là ont accueilli ce projet à bras ouverts. Ils savent très bien l'importance que ça peut avoir, surtout quand on ne peut pas avoir un œil de l'autre côté, de la frontière. Les relations politiques entre les deux pays sont tendues actuellement, ça c'est un fait. Mais les populations au niveau des frontières ont continué à vivre normalement. Chaque matin, des milliers de Rwandais traversent la frontière et de même beaucoup de Congolais aussi traversent la frontière.
Et il se fait que les problèmes peuvent toujours exister. Et comme ce projet en fait cible les populations au niveau de base, la situation politique, c'est vrai, a une interférence par rapport à ce que nous faisons. Mais la bonne chose, c'est que quand on a discuté avec les autorités des deux côtés, que ce soit au Congo qu'au Rwanda, on a trouvé que des deux côtés, le projet est très bien accueilli. Parce que chaque pays a besoin de voir ses populations de l'autre côté de la frontière avoir de l'aide. Et c'est là la partie la plus importante et la partie la plus appréciée de ce projet. Même si ce projet vise en premier ceux qui font le commerce transfrontalier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, il ne se limite pas à ces derniers. Enfin, le projet ne se focalise pas seulement sur les gens qui font le commerce transfrontalier, même si ça fait partie bien sûr des populations que nous visons, mais il s'agit aussi de toutes les personnes vulnérables qui se déplacent au niveau des frontières. Donc ça peut être des étudiants, ça peut être des migrants, ça peut être des gens qui font le petit commerce tous les jours ou qui travaillent au Rwanda et rentrent au Congo. Donc, ce que nous faisons pour les aider, c'est que, comme l'a dit Dr Elvis, quand une personne traverse la frontière, elle est déjà vulnérable parce qu'il y a un système de support qu'elle laisse dans son pays qu'elle n'a pas peut-être de l'autre côté. Il y a aussi des défis de langue, il y a des défis de ne pas connaître les régulations, ne pas savoir vers quel mécanisme se vouer, vers quelle autorité s'adresser. Donc tout cela, c'est des choses qui peuvent parfois créer une escalation de problèmes qui pourraient être évitables. Donc le projet vient prévenir ces problèmes, cette escalation, en offrant des services gratuits, des services légaux gratuits à ces personnes-là, qui sont des milliers tous les jours à traverser nos frontières. Ce projet d'assistance juridique aux populations du Rwanda et de la République démocratique du Congo s'étendra sur une période de 4 ans. Au Rwanda seront couverts les postes frontaliers de la Corniche et Poids-Lourds dans les districts de Rubavu, ainsi que de Rusizi 1-1-2 et la frontière de Bugarama dans le district de Rusizi. Pour la République démocratique du Congo, les frontières concernées sont la Grande et la Petite Barrière à Goma, ainsi que de Rusizi 1 et 2 et de Kamanyola à Bukavu. Les revenus du secteur touristique au Rwanda sont l'un des facteurs attendus pour contribuer à remonter la valeur de la monnaie nationale qui a atteint un taux de dépréciation de plus de 10%. Les détails avec Patrick Nilidandi. Selon certains analystes économiques, l'un des principaux facteurs à l'origine de la hausse progressive des prix sur le marché intérieur est la dépréciation de la monnaie nationale. Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à la dépréciation de notre monnaie, mais je crois que les plus importants sont surtout le fait que, à cause de la mauvaise saison que nous avons enregistrée dans l'agriculture, il a fallu qu'on importe certains denrées alimentaires de l'étranger et cela a contribué à la demande plus poussée de devises étrangères. Et comme la demande a dépassé l'offre, cela a contribué définitivement à la dépréciation de notre monnaie locale. Ça, c'est l'un des facteurs. Et l'autre facteur est que, comme vous l'avez observé, en fait, on a importé beaucoup plus de marchandises qu'on a exporté. En fait, la balance de paiement a déprécié, comme on dit. La balance de paiement a déprécié et dans des cas similaires, en fait, ça contribue à ce que la monnaie locale perd sa valeur par rapport aux monnaies étrangères. Au cours des dernières années, le déficit commercial du Rwanda a continué de se creuser, atteignant récemment des chiffres de 23% au cours de la période sous revue. Le déficit commercial calculé comme la différence entre les importations et les exportations résulte d'une augmentation de 18,5% des factures d'importation contre une augmentation de 11,2% des recettes d'exportation, comme l'a mentionné le gouverneur John Rwagomo.
L'un des principaux facteurs de cette dépréciation monétaire est la croissance du taux d'importation, à laquelle ont également contribué deux facteurs clés que sont l'augmentation des prix de matières premières sur les marchés internationaux, c'est-à-dire l'inflation mondiale. Disons par exemple, le prix des matières premières, à l'exemple de 10 litres d'essence, ce n'est pas la même chose que l'année dernière. Cela a également augmenté à cause de cette augmentation du prix. Au premier semestre 2023, les francs rwandais s'est déprécié de 8,8% par rapport au dollar américain dans un contexte d'obstacles économiques mondiaux qui continuent d'affecter le commerce international du Rwanda. Selon le gouverneur de la Banque centrale, c'est la première fois en 20 ans que le Rwanda enregistre une dépréciation à deux chiffres avec un total global de plus de 12% actuellement. Plus l'économie se porte mieux et plus le taux d'exportation augmente, plus le secteur du tourisme, plus que nous avons démontré que le tourisme s'est très bien comporté. C'est là que nous avons cet espoir que d'ici l'année prochaine, nous nous attendons à un ralentissement de la dépréciation de cette monnaie. Cependant, en termes réels, le franc a en réalité gagné 1,3% en raison d'une inflation intérieure élevée qui a dépassé l'effet combiné de l'inflation étrangère pondérée et de la dépréciation effective nominale. Le ministère rwandais de l'Environnement, en partenariat avec la Fédération rwandaise de basketball ainsi que le club Orient Basketball, a lancé ce vendredi une campagne qui vise à relever les défis liés au changement climatique. C'est une campagne qui se fait à travers la plantation d'arbres dans le cadre de la protection de l'environnement. Cette campagne intitulée One Shot, One Tree se fera par les joueurs de basketball, les fans de basketball ainsi que les sportifs en général. Il est prévu différentes compétitions à partir du niveau des districts. La ministre rwandaise de l'Environnement, Madame Mujawamariya Jeanne d'Arc, apprécie la contribution des partenariats qui se traduit par cette campagne. Plantons les arbres où on habite, sur les routes que nous utilisons, sur les périphéries des vallées, des marais, des eaux. Nous allons y planter des arbres. Il y aura des jeux. Nous allons collaborer avec le ministère des Sports, les associations des jeunes, les organisations non gouvernementales qui ont dans leur fonction la protection de l'environnement, afin de contribuer dans le développement national selon les objectifs que le pays s'est fixés. Pour cette campagne One Shot, One Tree, il est prévu de planter 1000 arbres partout sur le territoire national. Les personnes vivant avec un handicap font souvent l'objet de violences à caractère sexuel. Et cela a des conséquences graves sur leur santé physique et mentale. La plupart de ces violences se trouvent dans leur propre famille. Le récit de Patrick Nilidandi. 4 femmes handicapées sur 5, soit 80% de cette population, subissent des violences physiques, sexuelles et psychologiques, institutionnelles, alimentaires, médicales. Les femmes et filles porteuses d'un handicap sont en but de discriminations croisées telles que violences sexistes et validistes, mauvais traitements et marginalisation du fait de leur état. L'une des principales causes de la violence sexiste est le conflit familial, qui fait également partie des facteurs qui pouvant affecter la santé des personnes handicapées. Le coordinateur du projet Handicap International révèle certains des défis auxquels sont confrontées ces personnes handicapées. Beaucoup a été fait pour lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes, mais pour les personnes vivant avec un handicap, il y a encore des défis, car ces personnes sont marginalisées et certaines personnes estiment que ces violences faites aux personnes vivant avec un handicap doivent être cachées. Des fois, des ententes sont faites pour cacher ces violences. Aline Umutoni, directrice générale du développement familial et de la protection de l'enfance au ministère du genre et de la promotion de la famille, souligne les étapes clés nécessaires pour éradiquer les violences basées sur le genre. Des fois, les personnes victimes de ces violences, par exemple les enfants, sont suivies du point de vue social, mais leur traumatisme n'est pas pris en compte.
Le risque est que cet enfant puisse replonger dans les mêmes violences, raison pour laquelle les services fournis doivent être intégral. La violence à l'égard des femmes handicapées n'est pas un sujet facile. C'est un sujet tabou. Les gens aiment croire que cela ne se passe pas. Surtout, les abus sexuels sont un sujet dont on ne parle pas. En effet, les femmes handicapées sont considérées comme des personnes asexuées qui ne sont pas belles, qui, par conséquent, ne peuvent être victimes d'abus sexuels. Comme si l'abus sexuel avait quelque rapport que ce soit avec la beauté. L'abus sexuel n'est-il pas surtout une forme d'abus de pouvoir? Les analyses politiques estiment que les pays africains doivent inventer leur propre mode de gouvernance au lieu de chercher à tout construire sur les modèles occidentaux non adaptés aux réalités africaines. Les détails avec Jean Damascène Manéchi. Les artisans du panafricanisme et les analystes politiques au Rwanda ont suivi avec intérêt les discours des chefs d'État africains à la tribune de l'ONU. Ils apprécient la façon dont certains de ces dirigeants ont dénoncé l'impérialisme occidental qui compromet le développement de l'Afrique. Je pense que les Africains doivent mettre en avant d'abord les intérêts économiques, politiques et sociaux de leur pays. Ici, je fais référence au principe sacro-saint des pays occidentaux de l'alternance de nombre de mandats, etc., qui montre que ça ne donne pas nécessairement de très bons résultats. Et on ne change pas de chef d'État parce qu'il y a 1, 2, 3 mandats. Je pense que l'essentiel, c'est le résultat. Comment le chef de l'État en place, comment les institutions en place obtiennent des résultats palpables en matière de développement économique et social. Je ne veux pas dire que le chef d'État est un monarque qui doit être président à vie, mais c'est le peuple qui choisit s'il faut ou non changer de chef d'État. Ce point de vue du sénateur Avudimana est partagé par Mme Eutali Nyirabega, députée au Parlement rwandais, qui estime que les Africains doivent avoir le courage de prendre une distance vis-à-vis des puissances coloniales et adopter ainsi une démocratie à l'africaine, puisque le modèle occidental n'a pas réussi à améliorer le sort des Africains. Et donc, quand les Occidentaux veulent imposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont... Par nature, ils ont un pouvoir normatif. Ça veut dire qu'ils mettent en place les normes qui sont la démocratie, les droits de l'homme. Et effectivement, parce que c'est eux qui l'ont mis sur place, ils veulent que les personnes, que d'autres pays, les appliquent comme ils ont pensé par leur façon. Et alors que, justement, il fallait que la démocratie soit appliquée selon les normes de chaque pays, selon ce que la population, ce que les citoyens de ce pays veulent. Et en plus, ce n'est pas un mot qui est vide, c'est un mot qui est un contenu, un sens. C'est ce que d'ailleurs on nous a dit, c'est qu'il faut vraiment les droits de l'homme, mais aussi il faut le pouvoir économique du peuple, mais il faut aussi la participation du peuple, mais il faut aussi ce que le peuple veut à un moment donné et pour le temps donné. Ces analystes sont unanimes à dire qu'en plus de parler chacun pour son pays, les Africains doivent conjuguer leurs efforts afin de faire entendre leur voix sur le plan international. Lancement ce jeudi à Kigali du programme Global Business Services dont l'objectif est de pourvoir aux acteurs du secteur privé et aux prestataires de services en rapport avec ce secteur de l'aide en matière technique. Les détails avec Kassim Youssouf. Oukeye Mireille a bénéficié d'une formation dans l'usage des nouvelles technologies et travaille maintenant dans l'entreprise Amalitech. Nous fournissons des logiciels et organisons des formations à l'intention des jeunes. C'est bien d'avoir des investisseurs pour nous appuyer dans ce dont nous avons besoin et que nous soyons bien rémunérés. Le monde devient de plus en plus numérisé parce que même l'agriculture se sert de la technologie. Où est-ce que le monde nous amène? Même un simple citoyen sait manipuler
un téléphone à écran tactile. C'est bon parce que ça crée beaucoup d'emplois. Mireille est parmi les jeunes qui ont bénéficié d'une formation et qui ont trouvé du travail par l'intermédiaire du programme Global Business Services Growth Initiative que le Rwanda est en partenariat avec différentes organisations internationales. Le représentant de l'entreprise Arambe, Charmi Sourianaraïn, souligne que l'objectif est que le Rwanda soit toujours en tête dans les programmes relatifs à ce qu'il devienne la plaque tournante des services de technologie générateurs de revenus. Notre objectif est clair, c'est développer le secteur des services, accroître les connaissances et attirer des investisseurs qui désirent travailler au Rwanda et permettre l'éclosion de nouveaux emplois pour les jeunes du Rwanda. Nous collaborons avec tous les organes, le gouvernement, les écoles, les fournisseurs de l'Internet et nous examinons où il y a des lacunes dans les connaissances. Nous estimons que le Rwanda est prêt à entrer dans la nouvelle ère. Le Rwanda dispose de 7000 km de câbles de fibre optique pour la distribution de l'Internet à travers tout le pays. Le secrétaire permanent au ministère de la Technologie et des Innovations, Yves Iradukunda, indique qu'il s'agit là d'une opportunité considérable qui doit être exploitée à partir de la jeunesse, car il y a beaucoup de pays qui ont levé ce défi. Si vous considérez des écoles telles que l'Université du Rwanda, Carnegie Mellon University ou Coding Academy, ce sont des projets qui ont été mis en place pour préparer les jeunes à faire ce travail. Nos partenaires sont en train d'aider ceux qui ont terminé leurs études à accroître leurs connaissances pour qu'ils puissent bien entrer dans le travail. Là où nous voulons fournir davantage d'efforts, c'est dans l'apprentissage de la langue française et de l'anglais, car si une personne est aux États-Unis et qu'elle a besoin d'un service, il n'est pas nécessaire qu'il sache où vous êtes au Rwanda. Ce dont elle a besoin, c'est le service. C'est comme cela que ça fonctionne. L'on compte environ 1800 jeunes qui ont trouvé du travail par l'intermédiaire de Global Business Services, alors que l'objectif jusqu'en 2025 est la création de 5500 nouveaux emplois. Arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision et bon week-end.